Bienvenue sur IETA, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir introduire Kenneth Rioja, qui est un développeur d'infrastructures d'entraînement au CERN et qui est aussi le cofondateur de Play Don't Tell. On va en parler dans quelques instants. Alors, ce projet, il est très intéressant et c'est la raison pour laquelle je l'invite aussi parce qu'il lie joliment programmation, jeux vidéo et cohésion sociale. Donc, merci Kenneth d'être là. Merci à toi, Vestin, de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir d'être là et puis de parler à toute l'audience de WeData. C'est vraiment une asso que j'adore tout particulièrement parce que bah, c'est toi qui es aussi à la tête. Tu donnes tellement d'infos déjà, c'est trop cool. Super, bah, content de l'entendre du coup. Et bah, maintenant, je voulais commencer avec une première série de questions pour t'introduire et pour que tout le monde sache de quoi on parle, parce que si je t'invite, c'est parce que je suis aussi impressionné par tout ce que tu fais et je pense que tu es une vraie tornade. Et je voulais te poser la première question, que fais-tu concrètement si tu devais te définir, comment tu te définirais? C'est très marrant parce que c'est aussi la question à laquelle on a essayé de répondre quand on a mis les titres enfin, sur le site web de Play Don't Tell. C'était bon, Kenneth, toi tu fais quoi? Parce que c'est vrai que de base, ouais, bah, j'ai commencé l'université avec médecine. Ouais, médecine, ça n'a pas Mhm. marché. 2 ans, ça n'a pas marché. Donc, psycho. Donc oui, j'ai un bachelor en psycho, mais j'ai pas fait un master en psycho. Après, ouais, bah, c'est un master en technologie éducative que j'ai eu. Et ça ne donne pas vraiment forcément un titre particulier, mais on pourra en discuter un peu plus en détail. Mais en gros, j'aime bien me définir comme un couteau suisse. Vraiment, je peux faire du dev, du design, de l'analyse de données. Euh, et c'est vraiment ça que j'aime bien faire. En gros, quand il y a eu une partie... Enfin, il arrive un moment où tu te dis, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu te spécialises dans quelque chose ou bah, tu commences à bosser et puis tu fais quelque chose? Mais moi, je suis là, non, j'ai pas envie de me spécialiser, c'est trop triste, il y a tellement de choses à apprendre. Donc voilà, j'aime bien élargir mon champ des possibles. Ouais, et c'est quelque chose que je trouve très impressionnant avec toi parce que tu fais vraiment énormément de choses. Tu as dit du dev, aussi bah, de la data science. Et franchement, c'est assez cool que tu puisses faire autant de choses. Bon, surtout que quand j'imagine les gens en psychologie, on dit souvent que c'est une matière, là, on fait pas mal de statistiques. Mais quand je regarde les étudiants et étudiantes de psychologie, c'est pas vraiment le truc qui les botte. Mais toi, tu fais un peu de tout. Donc, si je me souviens bien, tu fais du R, tu fais du C Sharp, tu as déjà fait un peu de JavaScript aussi, il me semble. Ouais, ouais. Enfin, quelles sont les choses auxquelles tu as touché? Quels sont les projets qui t'ont intéressé? Alors en psychologie, on commençait à apprendre, enfin à faire un peu d'analyse de données avec R. Donc Mhm. après mon bachelor en psycho, moi j'ai bossé 2 ans à plein temps comme assistant de recherche dans un labo qui s'appelle le Brain and Learning Lab à l'Uni de Genève. Et là-bas, j'ai vraiment consolidé tout ce qui était analyse de données avec R. Mhm. Et petit à petit, j'ai, on va dire, dérivé sur tout ce qui était... maintenant, on peut dire que c'est full stack, on va dire. Parce que d'un côté, je gérais la base de données SQL du labo. C'était sur un serveur AWS. Au début, j'arrive avec tout ça, je suis là, Ouah, qu'est-ce que c'est? Mais petit à petit, j'ai dû un peu gérer tout seul. Mhm. Donc, plus bon, donc back-end. Après, bah, du coup, pour récolter les données, quand tu fais des expériences et des études en psychologie et neurosciences cognitives, bah, tu dois produire, enfin, ouais, tu dois produire les données, donc les collecter. Donc, tu dois faire tout ce qui est. Bah, j'ai fait du JavaScript au début parce que c'était sur Qualtrics. Je Mhm. m'amusais à avoir des petits trucs, enfin des petits tweaks personnels sur les questionnaires Qualtrics qu'on utilise beaucoup en psychologie. Et puis après, je suis allé plus loin et j'ai commencé à vraiment faire, ouais, on va dire du code, mais c'est pas du vrai code pour si des puristes nous entendent, plus du web HTML, CSS, JavaScript, et en utilisant aussi un framework qui s'appelle JS Psych pour la psychologie. C'était un framework qui nous permettait de faire des expériences assez rapides. C'était cool. Et voilà, donc ouais, c'est ça. Et puis après, déploiement aussi de l'expérience en ligne. Donc, en fait, c'est vraiment ça. C'est parti vraiment de cette expérience d'assistant de recherche. Ouais, on disait aussi lab manager ou lab tech. Mais en gros, ouais, j'étais en charge de mettre. Ouais.
de mettre en place cette structure finalement informatique. Et en plus, le truc, c'était, on avait besoin de faire des études en ligne parce qu'il y avait Covid. Donc c'était Mm. surtout ça qui a permis enfin, qui m'a permis de plus me focaliser sur comment on gère des études en ligne. Donc c'est un peu ce problème-là qui m'a permis de faire un peu tout ça et d'arriver un petit peu plus dans le code. Mm. Et voilà. Ah, super ça. Et bah, en tout cas, je sais que tu es modeste et que tu n'oseras pas avouer que tu étais un peu l'alien dans ton groupe qui forcément maîtrisait beaucoup plus d'outils au final. Et je pense que c'est bien. Un peu merci le Covid de t'avoir appris tout ça. Exact. Mais de manière générale, je trouve aussi que c'est impressionnant parce que en dehors de tes activités académiques, tu aurais pu te dire, bon, bah, moi je m'arrête, je fais mes devoirs, je fais juste aussi bah, tout le travail que je dois faire au labo. Mais en fait, tu t'es dit, non, 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 je vais pas m'arrêter à là, je vais aussi faire des game sessions, je vais aussi participer à des compétitions pour créer des jeux. Et c'est peut-être là où tu étais un peu plus introduit au C-Sharp. Ouais, exact. Alors, donc, ça, c'était plus. Donc, j'ai fait mes 2 années d'assistant de recherche à temps plein, et après, bah, je devais choisir ce que je devais faire pour le master. Mes trois choix, c'était à Genève. On a trois Mhm. choix quand on a fini un bachelor en psycho. C'est soit tu fais psychologie, tu deviens psychologue. J'étais là, je me sens pas d'être psychologue actuellement, donc non. Soit tu fais neurosciences, tu continues un peu dans la recherche, mais moi j'en avais déjà fait 2 ans et puis c'était vraiment très bien. Et puis pour moi, j'avais vu ce que je voulais voir et je voulais pas rester dans ça parce que je voyais un peu les limites de tout ce qui était académique, publish or perish, donc pas trop. Oui. Donc du coup, qu'est-ce qui reste comme petit dernier choix? C'est de faire un master en technologie éducative. Et j'en discutais aussi longuement avec ma PI, enfin la chef, la directrice du labo avec qui je m'entends super bien. Et je lui disais, mais... Et puis, enfin, c'est elle, en fait, finalement, qui m'a dit, ouais, mais moi, je te vois bien dans ça. Les technologies éducatives, t'aimes bien expliquer les choses aux gens, et puis tu commences à bien à être assez bon, là, en analyse de données avec R. Il faut que tu fasses du code, Kenneth, parce que c'est vraiment c'est vraiment le futur, c'est vraiment maintenant. Et ça, c'était en 2021. Ouais, c'était en Mhm. 2021. Donc, j'ai décidé du coup de faire le master en technologie éducative. Mais avant ça, l'été avant, il y avait l'école 42 à Lausanne qui avait ouvert. Et c'était en fait, en vrai, donc l'histoire, la vraie histoire, c'était qu'il y avait un collègue à moi du labo qui avait fait l'école 42 à Paris. Puis on en avait discuté, je trouvais ça le concept vraiment super. Donc c'est une école qui a pas de cours, pas de profs, tout se fait par projet et il y a beaucoup de peer learning. euh, voilà. Et donc je regardais pour faire l'école 42 à Lyon parce que c'était le plus proche. Et heureusement, donc l'année où je cherchais ça, eh ben, il y avait un campus qui s'est ouvert à Lausanne. Donc j'ai fait, bah, let's go, en fait, c'est juste parfait. Donc j'ai fait en 2021. Donc j'ai Mhm. fait la piscine. Ce qu'on appelle la piscine, c'est un mois intensif. Donc ça, c'était en juillet, Mhm. juillet ou en août. Et donc c'était un mois intensif où tu fais que du C, vraiment du C. Donc tout ce qui était malloc, gestion de mémoire, ça j'ai dû passer à travers ça. Mhm. Et donc après, j'ai commencé le Master Math. Tout ça pour dire que... oui, donc... Et là-bas, à l'école 42 aussi, du coup, tu rencontres plein de gens fantastiques aussi qui sont super motivés par le code et tout. Mhm. Et bah, là-bas, j'ai rencontré Victor Vermo et Romain Waro, deux super potes. Mhm. Et surtout avec Victor, on a commencé à faire des game jams. Et donc les game jams, c'est pendant un week-end, tu fais un jeu et tu pars de rien, tu fais un jeu sur un thème donné qui est donné par la, par l'entité qui t'accueille. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à coder en Unity, donc C Sharp. Et donc voilà, c'est ça toute l'histoire de comment j'ai été introduit aussi à tout ce qui est game dev, game design. Ouais, et c'est vraiment impressionnant parce que au final, on pourrait se dire, bon, bah, toi, tu pourrais t'arrêter littéralement à la psychologie et faire que de la psychologie, mais apparemment, tu as eu toutes ces options-là. Tu t'es dit, allez, je vais faire l'école 42 et
comme ça ne suffisait pas, allez, on va faire le master. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Donc, franchement, qu'est-ce que tu as le plus appris dans l'école 42? Parce que il y a des gens qui regardent ça à distance. Comment ça, une école sans professeur? Quoi, on doit coder, on doit travailler tous ensemble et faire ce genre de choses. Enfin, qu'est-ce que tu apprends vraiment? Parce que tu nous as parlé de cette piscine avec le C, mais après, qu'est-ce que tu as appris d'autre? Donc, vraiment, la plus-value de l'école 42, personnellement, c'est le fait que tu travailles vraiment avec toutes les personnes qui sont là. En fait, c'est pas possible que tu fasses l'école 42 et que tu discutes pas un minimum avec les personnes, parce que c'est vraiment le noyau de l'école, et c'est vraiment ça en ayant aussi un œil un peu plus technologie éducative, comment on peut travailler avec les technologies en général. C'était vraiment impressionnant de voir que, en fait, à chaque fois que tu dois... Donc, en gros, tu as un exercice que tu dois faire, tu le fais. Tu as aussi des tests que tu dois passer, mais qui sont donnés par-ci par-là sur GitHub, enfin, à l'époque. Hmm, Et parce que maintenant, avec l'IA, je me demande que ça. Je pense que ça a tout changé. Mais en tout mhm, cas, ce que je me dis aussi, c'est que j'ai été chanceux parce que j'ai appris le code un peu à la dure, là où il n'y avait pas encore l'IA. Donc, on devait vraiment voir la doc, lire la doc, RTFM. Donc, c'était ça tout le temps. hmm, Et donc, tout ça pour dire que l'école 42, donc, tu fais ton projet, tu le soumets. Et il y a le système qui est derrière qui va t'assigner à deux évaluateurs et évaluatrices au hasard de l'école. Enfin, et en plus, c'est même pas des personnes qui sont à ton niveau forcément. Ça peut être des personnes qui sont soit super avancées ou soit qui sont vraiment pas du tout, enfin, qui sont, on va dire, sous toi par rapport à l'avancement. Donc, tu prépares ton pitch. En fait, le but, c'est de faire du code review finalement. hmm, Et hmm, c'est ça qu'on apprend vraiment à l'école 42. C'est donc, on va arriver devant la personne enfin, qui va t'évaluer. Et bah, tu es là, bon, tu commences à discuter, soit tu fais du small talk, ou soit tu vas directement au sujet. Tu expliques tout en détail. Si la personne, elle est aussi motivée que toi, elle va te dire, mais pourquoi tu as fait ça? Ou tu vas lui dire un peu, c'est aussi de l'échange il y a plein d'échanges de tips aussi. Par exemple, hmm. ah, mais j'avais jamais vu que tu avais fait ça comme ça. Ouais, mais en fait, tu peux faire. Enfin, je trouvais ça, genre, juste génial. Enfin, il y avait vraiment aussi un moment, je me souviens, c'était avec Daniel. Salut Daniel, si tu te reconnais. Il m'avait expliqué quelque chose, et là, dans mes yeux, il y avait la lueur. J'étais là, mais non, c'est possible de faire ça. Et c'est juste parce il m'a partagé son tips. C'était vraiment juste fantastique, ça. Donc, il y a ça, et ouais, voilà. Ouais, pour moi, le cœur de l'école 42, c'est vraiment que tu partages toute ton expérience avec les autres personnes qui sont avec toi à l'école. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose qui va vraiment à l'encontre des stéréotypes que tu as des geeks ou des informaticiens, informaticiennes qui sont là avec des capuches et qui parlent à personne. Mais en fait, à 42, non, t'es obligé de discuter un minimum avec des personnes. Donc, c'est ça la pluie de l'école et que j'ai vraiment aimé. Waouh, ça a l'air vraiment d'être un apprentissage super sympa et surtout le pire mentoring, si on peut appeler ça comme ça, qui a l'air assez important et au cœur de l'apprentissage. Et j'aime bien le fait que tu aies dit d'apprendre à la dure comme à l'époque, parce que oui, j'ai l'impression que ça se perd un tout petit peu maintenant parce que on n'a plus le temps de regarder la documentation, on regarde rapidement un tutoriel, on regarde rapidement quelque chose et si on n'a pas la réponse directement, ou une IA maintenant, parce qu'on peut demander à une IA générative de générer quelque chose. Et je trouve que oui. Cet aspect de l'école 42 où il faut discuter, ça commence à se perdre parce qu'au final, on ne veut plus avoir les connaissances sur soi, mais on veut les avoir quelque part sur notre ordi, à double-cliquer. Ok, donc, mais c'est très intéressant en tout cas, et franchement, ça donne envie. Est-ce que tu recommanderais l'école 42 du coup? Ah oui, carrément, carrément. Et d'autant plus si vous avez la possibilité d'avoir un mois de libre, mais vraiment à 100%, euh, allez là-bas et puis vous apprendrez tellement, ouais, vraiment bien plus que les bases du code et comment marche un ordinateur ou bien même comment on compile un code. Enfin, ouais, en plus, en un mois, tu apprends tellement de choses si tu vas à fond. Enfin, personnellement, j'y allais 7 jours sur 7. Minimum, je sais pas moi, bon, c'était l'été, donc on va dire 9 heures jusqu'à 19 heures minimum. Mais vu que les jours étaient plus longs, ça passait facilement 20 heures, 21 heures. Mais, et en plus, on en discutait aussi avec certains élèves de l'école 42. Il y a aussi cette cohésion qui se forme au fur et à mesure, parce que c'est
si tu trouves un groupe d'amis, de connaissances, où tu avances toutes et tous ensemble, il commence à y avoir un peu cette cohésion où et puis on comparait beaucoup ça avec un peu l'armée, tu vois. Genre c'est difficile. Enfin, l'armée au niveau Suisse. Suisse, ouais, ouais, service militaire plutôt, et où tu cravaches tous ensemble, enfin, sur un même sujet, et puis après, bah, du coup, ça te permet d'être un peu plus, d'avoir un peu plus de cohésion. Bon, c'est pas le meilleur exemple, mais c'est pour illustrer le fait que, en fait, on est un peu tous et toutes dans la même galère, et finalement, on est plus là pour s'entraider que se confronter ou d'être le meilleur ou la meilleure. Ça fonctionne même pas parce qu'en fait, si tu vois qu'il y a quelqu'un qui commence à avoir un peu ce mindset, bah t'es là, en fait, on va juste pas lui parler ou ça va pas être, enfin, ça va pas être fun du coup. Ouais. Waouh, franchement, super cool. Bon, bah, je note recommandé à tout prix. Ouais. Donc, j'en prendrai note et j'irai jeter un petit coup d'œil aussi. Donc, merci d'avoir présenté. Et en ce qui concerne le master, qu'est-ce que tu as appris concrètement? Parce que ça a l'air complètement, enfin, quelque chose de complètement nouveau. Moi, je me disais que pour faire ce genre de choses, il fallait faire une formation, je sais pas, dans le domaine de l'éducation et pas forcément dans la psychologie. Qu'est-ce qu'on apprend en fait dans ces psychologies éducatives? Donc, ouais, le master, c'est un master en sciences et technologies de l'apprentissage et de la formation. Ça, c'est le nom complet. Mais comme personne n'a envie de dire ça, on dit juste le master Malte. Voilà. C'est plus simple comme ça. Mhm, Et du coup, dans ce master, on va dire, tu as, trois branches principales. Tu as tout ce qui est l'apprentissage en général, donc c'est plus les théories cognitives de l'apprentissage, comment tu vas transposer ça dans, dans des technologies. Quand je dis technologie, c'est vraiment le téléphone, l'ordinateur, une page HTML, peu importe. Donc il y a les théories cognitives de l'apprentissage. Après, il y a tout ce qui est euh, user experience. Donc, on a sur un an, plus ou moins, tu vas passer sur tout le processus d'un projet, en fait, d'un mini-projet. Tu vas faire toute l'analyse des besoins, tu vas commencer à faire une maquette, tu vas discuter avec ton public cible aussi, tu vas faire des tests UX, puis ensuite tu vas commencer à tu fais un prototype et tu vas commencer à le développer aussi derrière. Donc ça, c'était vraiment toute cette partie de, on va dire, gestion de projet qui est super intéressant dans ce cours-là. mhm, Et le dernier point, c'est jeux vidéo éducatifs. Et c'est un peu la même chose. Tu apprends en premier les bases théoriques et ensuite, à la fin, tu fais un projet où tu es aussi avec des commanditaires réels. Enfin, c'est des personnes avec lesquelles le prof est en lien et veut. Enfin, c'est des personnes aussi ouvertes à ce type de médium. Donc, le jeu vidéo pour ouais, là, du coup, c'est plus pour l'apprentissage. Donc là, moi, par exemple, j'étais sur un projet où c'était une dame qui gérait son entreprise d'apprentissage des langues. Donc, elle enseignait l'anglais et mhm. le but, c'était, donc il y avait le public cible, c'était des personnes qui étaient des fausses et faux débutants. Donc le but, c'était de créer un jeu vidéo pédagogique qui leur permettait d'apprendre un peu plus sur, enfin, ouais, de leur apprendre un peu plus sur l'anglais. Et on a fait un petit projet, on était à trois aussi, et trois, ouais. Et donc voilà. Donc ces trois grands axes, on va dire, du master. Et après, à côté, c'est un peu tout ce qui est recherche, les choses classiques, on va dire, qu'on t'apprend à l'uni, quoi. Mhm. Ah, ok, bah, ça a l'air d'être un master assez complet quand même, de la gestion de projet jusqu'en fait à la réalisation d'un projet concret pour une personne. Je savais même pas que ça existait tout ça. Enfin, tu es en train de me parler de plein de choses que j'ignorais. Je pense qu'aussi pas mal de nos membres qui sont en train de nous regarder en ce moment ont appris énormément. Donc, merci pour ce partage. Et je voulais dire aussi, est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire? À un moment donné, bah, il y a eu cette question-là, justement, avec une des personnes du labo avec laquelle tu parlais, de savoir en fait où est-ce que tu allais te diriger. Et finalement, est-ce que quelque part tu savais déjà que tu allais te diriger dans ces eaux-là, donc dans le code et plutôt dans tout ce qui est éducatif? Est-ce que tu avais déjà une idée à ce niveau-là? Euh, Franchement, pas du tout. En fait, j'ai toujours un peu avancé là où ça. Enfin, on va dire que j'ai tendance à dire oui à des occasions
que je sais qui pourraient ne plus jamais se représenter, tu vois. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je fais beaucoup de choses parce que j'ai du mal à dire non. Mais bon, maintenant je dis non parce que je connais mes limites et là c'est bon, je sais dire non. Mm. Mais arrivé un moment, donc c'était là en psychologie, donc c'est surtout parti ouais, de la fin du bachelor. Il y avait cette professeure-là qui disait on cherche un assistant de recherche. Puis moi j'étais là, en plus j'adorais son cours. J'étais là, ouais, ben, je veux carrément bosser avec elle. C'est une tête et genre un rôle modèle, enfin mon rôle modèle, un de mes rôles modèles vraiment personnellement. Et j'étais là, je veux travailler pour elle, je veux travailler avec elle. Vas-y, je balance mon CV. J'essaie aussi d'avoir la note maximale pour son exa, Mhm. mettre toutes mes chances de mon côté pour me faire remarquer. Et donc il y a ça. Première chose, donc cette offre d'emploi, Mhm. je la saisis, je vais au bout de ça. Ensuite, il y a l'école 42. Ben, j'étais là. Enfin, c'est encore cette même personne, cette même prof qui me dit, ah, tu devrais faire du code. Et puis j'étais là, ouais, bon bah ça me déplaît pas, donc let's go, pourquoi pas. Aussi un mois, je me suis arrangé aussi avec ma copine. Est-ce que ça te va si un mois je fais ça? Heureusement aussi, on est venu à un terrain d'entente, donc aussi merci à elle. C'est aussi beaucoup grâce à son soutien émotionnel parce que vraiment, franchement, sans ça, je pense pas que j'aurais bien tenu des choses. Donc ça aussi, c'est Mhm. extrêmement important, les proches, la famille, les amis qui vous soutiennent. Si vous voulez faire des choses ou alors vous êtes un loup solitaire, une louve solitaire, et vous savez vous gérer toute seule, mais moi, j'ai pas vécu ça, donc c'était vraiment grâce à son soutien aussi, le soutien de la famille. Et Mhm. donc, ouais, voilà. À chaque fois, il y a une occasion. Est-ce que je peux le faire? Oui. Bah, vas-y, c'est parti, j'y vais. Et ouais, voilà. J'ai perdu un peu le fil, mais je pense Non, que non, j'ai répondu. mais c'est bien parce que, en tout cas, tu montres que être opportuniste, c'est une bonne chose. Et tu voulais rajouter? Ouais, c'est ça. Donc alors, est-ce que je savais ce que je voulais faire et que je voulais aller en éducation? Non, en fait, c'est venu de fil en aiguille. Donc c'est plus sur les trois, comme je disais là, après la fin du bachelor en psycho et après 2 ans d'avoir bossé comme assistant de recherche, les trois choix, c'est quoi? Bah psycho, non, j'ai pas envie d'être psychologue. Neuroscientifique, j'ai déjà fait de la recherche. Bah on va faire ça. Et puis en plus, ça permet de faire du code aussi. Donc et oui, aussi le cheminement dans ma tête, c'était ok, je vais faire des technologies éducatives, je connais à peu près tout ce qui était théorie de la motivation. Puis en plus, dans le labo dans lequel je bossais, c'était tout ce qui était... donc le sujet de recherche, c'était sur l'attention et comment... Enfin, l'attention perceptive aussi. Mhm. Comment on pouvait améliorer cette attention-là, l'attention divisée. Enfin, il y a différents types d'attention. Et j'étais là, ok, je connais beaucoup de choses, mais est-ce que je sais faire des trucs? Non. Donc, je vais apprendre à faire du code et je vais enfin pouvoir savoir faire des choses, faire des pages web pour que ça soit interactif. Moi, c'était là, ah, trop cool, t'appuies sur un bouton, ça te fait pop une image. Bon, maintenant, c'est rigolo de savoir faire ça. Mais ouais, voilà, c'était plutôt de fil en aiguille. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui me manque? C'est surtout, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui me manque actuellement pour pouvoir avoir le job ou la position que je veux? Et même actuellement, maintenant, c'est un peu mon problème d'ailleurs. Je suis toujours là, ah, mais qu'est-ce qui me manque par rapport à toutes ces personnes que je regarde, que... Ouais, qu'est-ce qui me manque à chaque fois? Et est-ce que je peux soit faire des projets, enfin maintenant c'est plus faire des projets, mais d'ailleurs je conseille vraiment plus de faire des projets, Ouais, en fait, faites que des projets, faites des projets avec tout le monde, parce que c'est ça vraiment qui importe sur le CV ou quand tu es en face d'une personne. Parce que quand tu es là, ouais, bah, je suis allé, j'ai fait psycho, ouais, cool, t'as fait quoi d'autre? Bah, mes cours, j'ai eu 6. Ouais, ok, t'as fait quoi d'autre? Bah, j'ai étudié. Ouais, et quoi d'autre? Bah, j'en sais rien, j'ai pas fait grand-chose. Et ben voilà, c'est ça. Donc en Mhm. gros, ouais. Moi, je me suis dit que... Et en plus, à l'uni, finalement, au fur et à mesure que tu avances à l'uni, moi, je me disais, on te donne aussi les clés pour pouvoir faire ce genre de choses, mais c'est pas forcément... Enfin, c'est aussi quelque chose que tu dois te dire, genre, j'ai envie de faire des projets, j'ai envie d'aller faire passer, je sais pas, un semestre abroad, enfin, ailleurs, autre qu'à l'uni. C'est vraiment ce type d'opportunité qu'il faut saisir si on veut vraiment avoir, enfin, se sentir, on va dire, sécure plus tard, ou du moins avoir la petite,
la petite ligne dans son CV qui te permet de démarquer par rapport à d'autres personnes qui ont vraiment tous et toutes fait le même cursus. Mais toi, si tu as fait une asso, si tu fais partie d'une asso, si tu as fait des projets, si tu as quelque chose dans ton GitHub, si tu as quelque chose, si tu as ton site web, toutes ces petites choses, maintenant, je me rends compte que c'est tellement important et ouais, maintenant, en fait, je pense que à ça maintenant. Enfin, genre, si je dois faire quelque chose, ok, mais est-ce que c'est euh, j'ai aussi un mot enfin, qui fait rire certains de mes collègues, c'est est-ce que c'est LinkedInisable? Genre, est-ce que tu vas pouvoir faire un post sur LinkedIn? Bon, ça c'est un peu extrême, mais genre, est-ce que tu fais un post? Est-ce que tu vas pouvoir le montrer? Ça a aussi un lien avec genre les KPIs, tu vois, genre, qu'est-ce qui va pouvoir être mesurable après ce que tu as fait? Et est-ce que un, c'est mesurable? Est-ce que deux, tu vas pouvoir le montrer? Si oui, ok. Sinon, bah en fait, tu le fais pas, ou alors tu le fais juste de bon cœur et t'as pas envie de montrer ça pour, je sais pas, pour gagner ta vie, on va dire. Ah ouais, franchement, j'aime beaucoup parce on est parti de, ok, où est-ce que tu allais, est-ce que tu savais où tu allais, et là, maintenant tu es avec des conseils de sagesse assez intéressants qui, je dois noter, non, mais en plus j'appuie vraiment ce que tu dis parce que très souvent, dans nos cursus, en tout cas académiques, on a tendance à attendre que quelqu'un nous dise, fais ça pour pouvoir le faire, alors que l'idée vraiment de l'opportunisme, c'est vraiment comme toi de saisir une opportunité, souvent une opportunité mène à une autre opportunité qui te mène à une autre opportunité, ainsi de suite, c'est cumulatif au final. Et par contre, je note quand même deux extrêmes. Il y a un extrême où ce sont les personnes qui ne font rien, mais c'est de communiquer, comme tu l'as montré dans ton très bel exemple, ce qui est un peu dommage. Et il y a des personnes qui font tout, mais ne communiquent jamais, donc on ne sait jamais ce qui se passe avec ces personnes. Et je pense qu'il faut éviter de tomber dans ces deux travers et bah, faire comme toi et se lancer un peu dans des projets. Donc super, merci beaucoup d'en avoir parlé. Et il y a un projet très spécifique duquel j'aimerais parler et qui est aussi la raison pour laquelle j'ai été invité ici, et un projet qui m'excite énormément, ben, c'est votre association Play Don't Tell. Je dis votre parce que tu n'es pas seul à la faire. Est-ce que tu peux nous parler de cette association? Qu'est-ce que c'est? Qui est dedans? Et comment ça s'est fait? Ok, alors l'histoire de Play Don't Tell, c'est pendant que je faisais un stage pour le master Malte. Donc je faisais du back-end pour le labo, enfin pour un des labos, et je bossais en même temps que Yvan Voirol, donc mon associé, mon collègue, et en after work, quand on avait fini de travailler, on était toujours là à s'imaginer qu'est-ce qu'était le jeu, parce qu'en fait, finalement, oui, le labo dans lequel je faisais mon stage, c'était un labo qui se focalisait sur les jeux éducatifs. Et lui aussi était assistant dans ce moment-là, donc on avait le même superviseur. Et donc on commençait à parler de jeux, et puis on commençait un peu à plus ou moins philosopher à propos du jeu. Lui ayant une approche plus le jeu pour le jeu, donc lui c'est vraiment un puriste du jeu. Et moi, comme j'avais fait plutôt mes études mes études et puis aussi mon expérience là dans le labo de sciences cognitives, c'était plus le jeu comme moyen d'améliorer quelque chose, une compétence ou quelque chose. Donc c'était deux différentes approches, mais finalement on était intéressés de savoir le point de vue de l'un et de l'autre. Et ben, on a commencé à se dire, ah, mais ce serait vraiment bien d'avoir un studio de jeux vidéo ici à Genève. On commençait à se dire, ah ouais, parce on aimait bien aussi le format d'enseignement avec les jeux vidéo éducatifs hein, de cette matière-là. C'était c'était toujours la même chose. On a un commanditaire, on fait l'analyse des besoins, on va voir la personne, on fait tester les jeux. Et on se disait, oh, mais ce serait trop bien de ressortir ça et puis de le mettre vraiment en pratique dehors, tu vois, en dehors des murs de l'Uni. Et on s'était dit, ah ouais, ce serait vraiment trop bien de faire ça, d'avoir aussi plein de gens, enfin d'avoir une grosse communauté de personnes. Mais parce que ce qui nous manquait aussi, surtout, c'était, nous, on était plutôt tout ce qui était gestion de projet, slash UX. Mais en termes de production des assets visuels, production des assets musicaux, rien, rien du tout de notre côté. Et code aussi. Donc on était là, ouais, ce qui manque c'est ça. Donc on devrait faire des collabs avec l'AED, avec toutes les personnes qui font du code, et puis d'avoir un noyau comme ça.
Donc en fait, c'est parti comme ça. Donc on se projetait, on faisait notre boîte rêvée, si tu veux. Oui, oui, Et oui. finalement, bah, je sais même plus comment. Non, ouais, de fil en aiguille, on a commencé à faire, à avoir, on va dire, récolté quelques personnes qui étaient intéressées par ce projet-là. On en discute, et puis, ça vous dirait d'avoir ce type de projet ou d'essayer de faire quelque chose à petite échelle. Donc c'est vraiment un peu ça. On a vraiment commencé de bouche à oreille. Les personnes, est-ce que ça vous dirait d'être un peu plus impliqué? Oui, non, ouais, ok, ça marche, ben, on continue. Donc on prend une personne par-ci, on prend une autre personne par-là. Et en fait, de fil en aiguille, on a commencé à avoir genre vraiment un noyau, on appelle ça maintenant la core team. Donc on est 5 personnes, il y a Yvan, il y a Tina, il y a Livia et il y a Marie. Donc avec ces 4 autres personnes-là, on a fondé du coup l'association Play Don't Tell il y a environ 6 mois maintenant. Et, euh, et voilà, donc ce qu'on fait actuellement, donc notre slogan, c'est nous on souhaite faire du jeu, donc jeu vidéo ou jeu de plateau, peu importe, du jeu, mais pour la cohésion sociale, la médiation culturelle et l'engagement artistique. Donc ça, c'est vraiment nos 3 branches, nos 3 voies. Et là, actuellement, on est sur un projet avec la Cité Bleue et Païdos. Donc la Cité Bleue, c'est à Champel, c'est une salle de spectacle qui nous permet d'avoir ce projet. Et Païdos, c'est une association qui aide des adolescents âgés entre 14 et 17 ans en décrochage scolaire. Et donc le but, et en plus, cette collaboration-là, c'est encore aussi du bouche à oreille, parce que Marie connaissait Muriel, qui travaille, elle, à la Cité Bleue. Et elle voulait vraiment, elle était super intéressée par notre structure et puis par ce qu'on pouvait offrir. Donc elle a dit, ouais, vas-y, c'est bon, je vais faire tout en œuvre enfin, je vais faire ce que je peux de mon côté pour avoir un projet avec vous. Et du coup, on a discuté, on a regardé les modalités, ce qu'on pouvait offrir, ce qu'on pouvait faire avec les jeunes, ce qui pourrait être, enfin, ce qui va être produit à la fin de tout ça. Donc là, actuellement, on a fini, donc on a fait des ateliers de game design avec les jeunes. Donc les jeunes ont pensé à tout ce qui était mécanique, histoire et esthétique du jeu. Tout le côté technique, c'est plus laissé à nous parce que on sait qu'on a une contrainte qui est d'utiliser une grande tablette numérique qui est présente à la Cité Bleue. Donc on va créer un jeu principalement pour cette tablette-là. Et ensuite, ça sera aussi redistribué sur toutes les autres plateformes, donc Android et Apple. Et voilà, donc les ateliers de game design ont été faits, le jeu il est imaginé, il a été imaginé puis il a été mis sur papier, donc on sait la direction qu'on veut prendre. Et là maintenant, bah, on va développer le jeu avec Yvan et d'autres personnes qui veulent au sein de l'association pour finir le jeu en février. Et on est en début décembre. Mais il y a les vacances de décembre, les vacances de Noël, et vous imaginez ce qu'on va faire. Et oui, février, c'est vite arrivé, mais franchement incroyable, hein, ce projet qui a été monté de A à Z. On revient aussi sur l'histoire du fait qu'il fallait absolument en parler, et vous n'avez pas arrêté d'en parler, discuter, etc. Et donc, moi, je pense que tu pourrais en parler encore plus, pour être franc, parce que je suis un gros, gros fan de votre projet et de tout ce que tu fais de manière générale. Et franchement, c'est vraiment cool. Et donc, toutes les autres personnes qui sont aussi dans l'association, ce sont tous des développeurs, développeuses, ou est-ce que, par exemple, vous amenez d'autres compétences à l'intérieur de cette équipe? Donc alors sur la core team, c'est un mélange de technopédagogue, parce que à la fin du master Malte, tu es technopédagogue. Il y a ça, un mélange de technopédagogue, donc plus UX. Il y a aussi de la traduction et de la musique. Et du dev aussi que j'apporte, et aussi Yvan, parce que lui, ça fait plus de 10 ans qu'il code des jeux, qu'il fait des jeux, aussi on utilise Godot parce que c'est libre. Enfin, je sais pas si c'est libre, mais en tout cas, c'est open source. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle on utilise. Enfin, on utilise, mais on n'est pas fermé à ça. Et là, actuellement, on essaie aussi. C'est toujours la même chose en fait. On essaye de prendre des personnes qui sont intéressées par faire des projets, qui veulent utiliser leur savoir-faire, leurs compétences pour faire un jeu ou pour faire
une expérience interactive, peu importe en fait. J'allais dire, là je fais mon coup de pub, mais si vous êtes intéressé, si vous m'entendez et que vous voulez faire des projets avec des gens qui sont juste motivés par faire des trucs cool, juste contactez-moi et je pense que vous serez satisfait de voir ce qu'on peut offrir. Et du coup, là, ce que je voulais dire, c'était que on a des personnes, bah là, tu vois, c'était il y a 2 semaines, on a accueilli des tech art, enfin des tech artistes qui sont à la lisière entre tout ce qui est design et code. C'était Mhm. vraiment, moi personnellement, c'était un métier que je connaissais pas, j'étais tech art. Et après, il y a d'autres personnes qui sont, ouais, il y a des devs, il y a des personnes qui sont dans l'art, qui font du 2D, qui font du 3D, qui, qui dessinent, euh, qui dessinent, mais qui font ça vraiment dans leur temps, enfin, dans leur temps libre et qui veulent utiliser ça pour faire des projets. Mais venez, venez, c'est bon, enfin, peu importe, on veut juste faire des projets, quoi. Enfin, et aussi, le but à terme, enfin, à long terme, c'est vraiment d'avoir un hub on va dire, de talent à Genève et aussi en Suisse romande, parce que moi, personnellement, la raison pour laquelle je fais aussi ça, c'était que je m'étais dit, ok, j'ai trop envie de bosser dans le jeu vidéo quand je commençais à faire les game jams là, avec Victor et puis aussi son frère Ben. J'étais là, ouais, c'est trop bien de faire du jeu. Après, quand tu commences à gratter, tu te dis, c'est peut-être pas si sustainable, enfin, genre, c'est compliqué, mais du coup, et en plus, le truc, c'était que tout, enfin, personnellement, j'avais l'impression que tout se passait surtout en Suisse alémanique, Zurich. Et vu que moi, j'ai ma vie ici, j'étais là, pff, bah non, ça va pas être possible. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ok, bah, je vais monter une structure ici et puis je vais essayer du mieux que je peux faire mon hub ici de personnes avec qui je vais pouvoir bosser, je vais pouvoir contacter, que je connais. Donc, c'est tout dans cet état d'esprit-là, en gros. Avoir des personnes qui sont locales, avec qui on peut discuter directement, pas genre aller prendre des développeurs de je sais pas où et puis essayer de faire quelque chose, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont motivés ici, donc autant faire quelque chose tous ensemble ici. Franchement, super. Et ce projet, je pense qu'il est très fédérateur et c'était une très bonne idée. Et franchement, je trouve bien le fait que, on parlait d'opportunités tout à l'heure, que tu les saisissais, mais là aussi, tu crées ta propre opportunité parce que tu as dit que tu voulais pas aller à Zurich. Tu t'es dit, bon, bah, enfin, généralement, les gens, quand ils peuvent pas aller à un autre endroit, ils se disent, ah, c'est pas Zurich, bon, bah, je vais abandonner. Toi, tu étais là, non! Faut que je le crée ici, absolument. Donc, franchement, c'est super. Et en ce qui concerne ce dont tu as parlé, donc le local, oui, c'est vrai que c'est souvent quelque chose que je vois dans, par exemple, dans la cohésion sociale ou dans n'importe quelle autre thématique, c'est que souvent on va chercher justement trop loin alors que tout se trouve ici et pourtant, enfin, c'est franchement juste un manque de communication. Et je pense que si en tout cas, par le biais de Play Don't Tell, on arrive à fédérer quelque chose ici, ben, en fait, ça va peut-être initier d'autres initiatives et amener d'autres personnes et créer une communauté. Donc franchement, c'est tout ce que je souhaite à Play Don't Tell. Mais d'ailleurs, en parlant d'initiative, et que je t'en parlais en off tout à l'heure, euh, qui dit jeu, dit data. Qui dit data, dit oui data. Donc, ouais, là, en plus, j'ai vraiment ce côté-là parce que je sais que à travers un jeu, tu peux collecter des données. Oui, bien sûr, on collecte des données, mais c'est toujours dans le même état d'esprit. C'est plus dans une vision de user experience et puis comment on peut améliorer soit l'expérience des joueurs et des joueuses, mais toujours dans cet état d'esprit-là de cohésion sociale, médiation culturelle. Donc, on veut pas utiliser les données pour les vendre à d'autres personnes. Enfin, personnellement, j'ai pas envie de faire ça. Je fais déjà pas ça. Enfin, quand on me demande est-ce que tu veux donner tes cookies, je suis là, non, decline. Donc, non, 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 on veut pas ça du tout. Je suis au courant de ça. J'ai fait de la recherche. J'ai dû passer à travers des comités d'éthique. Donc, je connais tout ça. Il n'y a vraiment pas de souci sur ça. Et vraiment, en parlant de données, c'est plus vraiment des données d'interaction. Donc là, par exemple, il y a un jeu qui est développé en interne enfin, Play Dontel. Et là, on a récolté des données sur deux différentes conventions. C'était à Berne et à Zurich. Voilà, Eurofest et la Zurich PopCon. Et on a ouais, des données d'interaction. Donc en gros, le jeu, basiquement, enfin, c'est un jeu un peu sandbox. Tu as des ressources que tu vas récolter sur le terrain et puis tu vas en poser d'autres. Et ce qu'on a comme données actuellement, c'est
quel type de ressources tu poses à quel endroit de la grille de la map. Il y a plusieurs maps. Et ce qu'on souhaiterait faire, enfin, un projet personnellement que je me suis dit qui pourrait être juste fun à faire, ce serait d'avoir des heatmaps des différentes sous-cartes et de voir à quel endroit, quel type de ressources ont été utilisées où et quand. Et aussi, pourquoi pas comparer entre les deux différentes conventions, sachant qu'on a les mêmes cartes et plus ou moins les mêmes durées de jeu. Ouais, il y a ça qui, en tout cas dans ma tête, je me dis que c'est faisable. Donc, si aussi du côté de Wii vous voulez faire ce projet-là, je vous le passe avec grand plaisir. Parce que moi, les projets, je peux en avoir beaucoup et c'est ça. Est-ce que j'ai le temps de les faire? On verra. Ah, c'est incroyable, mais ouais, franchement, trop cool. En tout cas, ça a l'air d'être un projet incroyable. Et surtout que tu arrives à lier en fait plusieurs mondes en fait, ben, cette histoire de technologie éducative, de programmation, de jeux, de data science. Tu arrives quand même à faire le lien avec tout ça et c'est vraiment impressionnant. Et aussi, oui, quand tu parles d'avoir beaucoup de projets, c'est souvent ce que je remarque dans beaucoup d'associations ou de groupes, il y a toujours une personne qui fait tout et les autres qui font juste un petit truc, et la personne qui fait tout dit ouais, mais j'ai tout ça dans les mains que j'aimerais faire, mais j'ai pas le temps. S'il vous plaît, quelqu'un récupère ça. Donc, non, franchement, c'est très intéressant. Et franchement, bah, bravo en tout cas pour ça. Et peut-être, est-ce que tu voudrais dire un mot aussi en ce qui concerne bah, le fonctionnement de Play Don't Tell? Quelles sont tes espérances pour son développement? Et si on croisait quelqu'un juste là maintenant qui n'a pas écouté toute la conversation, qu'est-ce qu'il devrait retenir de Play Don't Tell? Ok, alors, moi, la chose que je dirais, c'est que Play Don't Tell, c'est avant tout, on va dire, c'est presque un collectif de personnes qui veulent faire du jeu et qui sont expertes dans un domaine qui peut toucher au jeu, mais sauf que on peut tout toucher avec le jeu. Si tu es quelqu'un de littéraire qui adore les histoires, bah, tu vas pouvoir faire du jeu avec nous. Si tu adores dessiner et faire des maquettes, peu importe, tu vas pouvoir faire du jeu avec nous parce que c'est implémentable dans ça. Si tu adores le code, bah viens aussi, parce que les jeux maintenant actuels, bah, c'est aussi du code. Sauf si tu veux faire du jeu de plateau. Bon, après, ça requiert aussi des si, alors, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Donc, en gros, ouais, si je devais approcher quelqu'un en disant ce que c'est Playdontel, c'est vraiment un collectif de personnes motivées à utiliser leurs compétences au service du jeu et de la cohésion sociale, médiation culturelle et engagement artistique. Et où tu verrais Play Don't Tell dans 5 ou 10 ans? Dans 5 ou 10 ans. Alors, ça vient de commencer, je suis vraiment Ouais, désolé. ouais, ouais. Alors, il y a un... Donc, comme je disais tout à l'heure avec Yvan, lui, il a plus... lui, il souhaite vraiment faire son studio de jeux vidéo. Moi, de mon côté, je suis plus dans cet aspect fédérateur. Et dans 5 ans, moi, j'aimerais bien voir ce côté Play Don't Tell Studio et l'autre aspect plus vraiment cohésif avec toutes les personnes, enfin, en plus, ce que je dis aussi souvent, c'est que si vous voulez rejoindre Plénontel, euh, en fait, vous êtes juste libre de venir prendre ce que vous voulez et partir avec ce que vous voulez. Donc, et même encore mieux, si vous partez avec quelque chose qu'on vous a donné, tant mieux. Enfin, le but vraiment, c'est de créer du jeu ici en local à Genève et en Suisse romande. Donc, si vous faites du jeu, si vous faites des studios, parce que vous vous connaissiez à travers Playdontel, mais en fait, tant mieux. C'est tout ce que je souhaite. Donc voilà, c'est tout ce que je dis. Le message est passé, j'espère que ça va amener du monde, enfin en tout cas, avec ma petite contribution de vidéo, j'espère que ça vous aidera aussi à avoir plus de visibilité, mais je pense que en regardant vos posts LinkedIn, vous n'en avez pas tant besoin que ça, vous en sortez très bien. En ce qui concerne, du coup, bah, en fait, tu nous as parlé de ta carrière, de ce que tu étais en train de faire, tu as beaucoup d'activités. Et pour une personne qui aimerait bien suivre ton chemin et qui se dit, waouh, Kenneth, il est incroyable, il faut absolument que je fasse tout comme lui, qu'est-ce qu'il devrait faire? Tu nous as déjà parlé du fait de saisir toutes les opportunités. Peut-être que tu aurais d'autres conseils, et par exemple, pas forcément dans le chemin que tu es en train de prendre, mais par exemple, quelqu'un qui voudrait se lancer dans le game development, parce que ça devient de plus en plus difficile, de ce que j'ai compris. C'est quoi tes conseils? Alors, en général, c'est ça. C'est démarquez-vous avec des projets, avec des stages, avec enfin, des associations.
en fait, faites quelque chose. Faites vraiment quelque chose qui soit mesurable et que vous pouvez mettre sur un CV, mais qui soit ouais, qui soit mesurable et un minimum, genre, qu'on atteste de la qualité ou au moins de votre, ouais, de la qualité de ce que vous avez produit. Ah oui, c'est ça aussi. Une chose qui m'a vraiment motivé, c'était ne sois pas un consommateur, mais sois un producteur ou quelqu'un qui crée en fait. Et c'est ça, c'est soyez dans la création tout le temps, en fait. C'est ça qui va pouvoir vous... Enfin, en tout cas, personnellement, ce qui m'a permis de pouvoir créer l'assaut et puis de faire un peu toutes ces choses, finalement. Et après, pour ce qui est en termes de game design, donc personnellement, avec mon background de plus de dev, euh, c'est surtout aussi une des difficultés qu'on avait à l'école 42, c'était qu'il y avait que des devs. Donc, allez voir les autres écoles d'art et de design et aller juste là-bas, je sais pas, assister à des workshops, assister à des hackathons, assister à des conférences, discuter avec les gens. Si par exemple il vous manque quelqu'un qui est dans l'art ou quelqu'un qui est dans la musique, allez dans des événements où vous pouvez voir des gens qui sont dans ce domaine-là et vous commencez à dire, ah, je fais du jeu, ça t'intéresse le jeu? Et si ça tique, c'est direct, c'est bon, ça va être un collègue ou une collègue. Si ça tique pas, bah vous continuez, vous allez voir l'autre personne, vous continuez à boire votre verre si c'était en after work. Un peu de networking, quoi. Aller parler Ouais. et voir en fait où ça match. Non, mais c'est vrai que Ouais. c'est bien parce que souvent on est très isolé dans nos coins et surtout par secteur. Comme tu disais, le problème dans l'école 42, il n'y a que des devs, malheureusement. Donc oui, il faut aller chercher là où ça manque. Non, mais super conseil, franchement. Peux rajouter quelque chose. Bien sûr. Aussi, personnellement, je détestais quand les gens me disaient «Oh, faut faire du networking et tout». En plus, je le fais, du coup, c'est pas cool. Mais en fait, c'est même pas vous devez faire du networking, c'est juste, c'est si vous voulez faire un truc bien et un truc qui vous plaît, ben, je pense que naturellement, il va falloir que vous alliez vers des personnes qui s'y connaissent mieux que vous. Et c'est carrément OK. Enfin, genre. Moi, je sais pas utiliser une tablette graphique, mais je vais aller voir quelqu'un qui sait en faire, qui sait faire quelque chose, et puis ensemble, on va pouvoir créer quelque chose de vraiment magnifique, tu vois. Donc, c'est ça, c'est... Ou alors, vous apprenez tout seul, et c'est aussi quelque chose, hein. Ça peut être une technique, mais personnellement, moi, j'irais plus... je gagnerais plutôt mon temps à aller voir des personnes qui sont vraiment expertes dans le domaine et leur dire, t'es intéressé par faire ça? Oui, bah vas-y, on fait ça. Non, bon bah ok, ça marche. Bah oui, excellent. Et ça fait sens. Après, je suis d'accord avec toi, le terme networking est trop souvent utilisé en termes business. J'envoie mes cartes, comme Spider-Man qui envoie ses filets. Mais exactement. Alors qu'au final, le networking à la base, si on disait normalement, c'est juste aller parler de son projet et pas juste rester dans son coin. Et techniquement, tu l'as très bien résumé, donc c'est super. Et je voulais te demander un autre conseil en tant que camarade qui est aussi polyglotte en termes de langage de programmation. Maintenant, j'entends de plus en plus de discours de personnes qui disent, ouais, mais finalement, il faut juste savoir utiliser un seul langage et si possible quelque chose comme Python, un truc comme ça. Toi, quel est ton point de vue sur le fait d'être polyglotte? On parle aussi d'IA qui pourrait, en fait, on n'a plus besoin de devoir parler enfin, plusieurs langages. Quel est ton point de vue à ce niveau-là? Alors moi j'ai eu la chance du coup avec l'école 42 d'avoir appris à coder en C. Ça te permet vraiment d'avoir les bases et de suivre une syntaxe et une syntaxe extrêmement précise, hein. Donc je sais pas, maintenant c'est un peu compliqué avec comme on a dit l'IA, ça vient. T'es un peu flemmard, ben tu dis bah fais-moi ça. Mais alors du coup si t'es flemmard et que tu continues à utiliser l'IA, il faut que tu saches comment tu peux implémenter, déployer ce que tu veux faire. Mais surtout, le problème maintenant avec l'IA, ce que je vois et ce que je lis, c'est que, ok, ça va te créer ton site web en un clin d'œil. J'ai utilisé aussi Cursor là pour faire, par exemple, le site web de Play Don't Tell. Magnifique, hein, trop bien. Je lui commence à demander de faire du refactor. Dégueulasse. Enfin, vraiment, c'est trop chiant. En fait, même les trucs un peu classiques, ou alors je sais pas comment utiliser Cursor, et puis bah du coup, shame on me. Mais par exemple, même les tags, tu vois, genre pour faire des balises, enfin, balises ou, enfin, en gros, tu vois, t'as ton tag CSS que tu as dans un fichier CSS. Même ça, il n'avait pas mis en place et j'étais là, mais c'est la base en fait. Tu dois faire ça. Et puis après, le code, il était dégueu parce que, genre,
avais des grosses balises c'était du Tailwind, et c'était en gros direct bon là c'était du TS, du TypeScript, mais peu importe, c'était tout là-dedans en dur, et j'étais là, waouh, non, tu peux pas faire ça. Et donc, utilise l'IA pour avoir un proof of concept, c'est carrément OK. Si tu veux faire vraiment ton truc, vraiment que tu vas utiliser à long terme, là du coup je parle aussi pour moi, il faudrait peut-être soit que je refactor très bien mon site web, ou que je fasse autre chose from scratch. Mais ouais, tu connais tes outils, tu sais ce que tu fais, mais sache que si tu utilises l'IA comme ça, sans vraiment savoir quelles sont les bonnes pratiques aussi en termes de code, ben en fait tu vas juste créer peut-être comment ils appellent ça? Pas du bullshit, mais des high flops. Je ne me souviens plus le terme précis, ça me reviendra. Mais ouais, c'est ça. Utilisez l'IA avec modération, sachez ce que vous faites et comment c'est fait, surtout. Parce que même moi, personnellement, enfin oui, je connais les bases, je sais utiliser l'IA pour aller plus vite, mais en fait, le vrai but, c'est comment ça va être maintenable dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est aussi des trucs dans lesquels je fais, enfin là, ouais, dans les discussions dans lesquelles je suis, c'est comment tu vas maintenir ta plateforme, quel est le langage que tu utilises, est-ce que c'est bah ok, Python, si tu veux garder Python, c'est très bien parce qu'il y a une grosse commu. Et puis si tu veux que ça soit maintenable, ça c'est juste parfait. Mais c'est ça, c'est penser un peu plus loin que juste ton produit actuel. Si tu fais un proof of concept, c'est ok, mais si tu veux utiliser ça sur le long terme, va falloir que tu connaisses soit les bonnes pratiques, que tu fasses ça vraiment proprement aussi, que tu saches retrouver l'information rapidement. Parce que ouais, quand tu vas devoir développer, enfin, employer quelqu'un pour gérer à ta place enfin, ton software, ben, tu vas devoir lui dire, OK, bah, pour trouver ça, ben, c'est là. Mais pas que tu dises, IA, où est-ce que ça se trouve là? Ça te décrédibiliserait direct. Enfin, personnellement, je voudrais pas être dans ça, tu vois. Je comprends. Et oui, et effectivement, l'utilisation d'IA, c'est souvent gratification immédiate d'avoir quelque chose qui semble fonctionner dès le départ. Mais après, en ce qui concerne du coup l'apprentissage de langage, du coup, est-ce que tu dirais on n'apprend pas de langage, on fait que de l'IA? C'est pas ce que j'ai l'impression d'entendre. Ou est-ce que faudrait se dire on fait qu'un seul langage, après pour le reste on demande à l'IA? Ou est-ce que ça vaut quand même la peine d'être polyglotte un peu et d'apprendre un peu plus? Ouais, alors bon, donc, pour revenir à ta question, moi j'ai commencé par C, j'ai fait du Python, j'ai fait du Java, j'ai fait du TS, j'ai fait un peu tout ça, mais en fait, est-ce que c'est la promesse que 42 nous avait offerte, genre si tu connais C, tu vas pouvoir connaître tout. Pour l'instant, c'est l'impression que j'ai. Euh, mais après, en fait, en soi, quand je dis en général, hein, je suis vraiment pas un technicien pur, donc pardon pour toutes les techniciens et techniciennes qui vont m'entendre, mais si tu connais les bases, si tu sais genre ce que c'est, si tu connais un peu les design patterns, les trucs comme ça, en fait, oui, bah tu vas devoir apprendre à coder. Par exemple, si tu dois faire quelque chose en Fortran, je sais pas, un truc comme ça, super sombre. Tu connais ces design patterns, tu connais les bonnes pratiques, tu sais quoi faire de ton code, tu sais comment le rendre maintenable. Bah, après, bah, bien sûr, tu vas devoir apprendre le pur et le pur enfin, l'essence du code. Bah, ça, c'est un peu genre obligatoire. Mais donc, sur un truc ou polyglotte, je dirais. En fait, c'est pas vraiment je réponds pas à la question parce que pour moi, c'est pas une bonne question. C'est plus qu'est-ce que tu en fais de tout ça, de tout ce savoir? Et ouais. Bah, du coup, moi, je dirais polyglotte. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a aussi cette question d'abstraction que tu as dit qui est très importante, que par exemple, si après on a fait du C et qu'on connaît à peu près en fait tous ces design patterns, en fait, l'abstraction elle est là et maintenant on peut la réappliquer dans d'autres langages. Et je me souviens d'une fois d'une personne qui avait dit, ouais, le français, l'espagnol, l'italien, c'est à peu près la même langue avec juste des gestes différents. Alors, je sais pas ce qu'il voulait dire par là, mais mais quelque part, il y a aussi, j'ai repris cette idée pour la programmation qu'au final, les langages de programmation, ils se ressemblent à peu près tous. On va retrouver les mêmes concepts. C'est juste avec des syntaxes un peu différentes et des règles euh, plus ou moins mis au propre. Donc, ouais, j'aime bien ton approche de dire, ouais, finalement, c'est plutôt le niveau d'abstraction, ce que tu peux en tirer d'un langage qui aide. Donc, franchement, très cool. Et après, c'est surtout le vocabulaire qui va être dur à assimiler.
Parce que Mhm. bah, tu me demandes d'apprendre l'italien demain. Oui, bah, je connais les bases un peu parce que je connais l'espagnol, mais enfin, en fait, va pas falloir te mentir à toi-même, va falloir que tu connaisses le vocabulaire et comment tu utilises telle ou telle syntaxe. Ou alors, bah, tu le fais faire à l'IA et puis bah, tant pis, t'as pas appris, mais c'est ton choix, quoi. Le problème du cognitive offloading de l'IA. Mais super. Est-ce que tu aurais un dernier mot de sagesse à nous partager? Quelque chose qui te brûle, un sujet dont on n'a pas parlé, n'importe quoi. Je sais que c'est toujours une question très compliquée parce que ça peut déboucher partout et on n'a pas forcément envie de prendre trop de temps. Mais est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais partager? Je pense que j'ai déjà beaucoup dit, faites des projets, faites des choses, soyez des créateurs et des créatrices. Ouais, je resterai sur ça, en fait. Super. En tout cas, c'est surtout dans le but où vous voulez créer des trucs cool. Si vous voulez faire votre job et faire votre truc, c'est aussi carrément ok, hein. Tout le monde prend les chemins qu'il souhaite. Mais moi personnellement, je voulais vraiment, ouais. En fait, j'ai toujours été drivé par ça. Sois un créateur et pas un consommateur. Et c'est plus parce que c'est là aussi que tu vas avoir pouvoir, mais en quelque sorte. Enfin, genre. Tu crées des choses, c'est toi qui décides finalement. C'est pas. Donc, ouais, c'est ça. Tu décides, tu crées. Oui, et merci beaucoup pour cette précision, parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir l'impression qu'on juge et qu'on dit, tous ces gens qui font rien, c'est pas du tout notre point de vue, mais oui, plutôt, Et on a si on doit faire... chacun notre histoire, donc ça, j'oublie pas du tout. Donc, chacun fait comme il peut avec les ressources qu'il et elles peuvent. Donc, ça, c'est propre à chacun et chacune. Mais si on peut, Exactement. et ici en Suisse, on a beaucoup de ressources et on peut, pour la plupart du temps, on peut le faire. Donc, enfin, heureusement, malheureusement, je vais pas aller dans tout ce qui est, je vais pas aller dans les autres considérations. Mais voilà, je pense que vous aurez compris. Super, merci. Et est-ce que tu aimerais partager des petites ressources? Donc, il y aurait déjà le site de Don't, de un peu mélangé, désolé, Play Don't Tell. Est-ce qu'il y aurait autre chose à part le site web et la page LinkedIn? Est-ce que tu voudrais partager autre chose? Hmm. On va sortir notre blog bientôt et Mhm. il faut que je trouve aussi un moyen de faire une newsletter. Mais en tout cas, enfin, si vous vous abonnez à la page Play Don't Tell sur LinkedIn, je serai déjà très content. Et puis, je dis aussi déjà merci de la part de toute la core team et autres, parce que c'est aussi comme ça que ça pourra avancer. Mais excellent, excellent. Et est-ce qu'on ajoute aussi les liens, par exemple, de ton master et aussi de l'école 42 ou Oui, autre bien sûr. chose? Ouais, ouais, avec grand plaisir. Je Ouais, ouais. note. Je pense que tu vas mettre ça sous le lien en bio. Complètement, lien en description, comme Ouais. d'habitude. Trop cool. Ah, et puis si je peux faire un dernier shout-out à Very Cool Games, c'était le premier petit collectif avec qui j'ai fait les jeux vidéo. Donc c'est avec Victor, Ben, et aussi salut à Romain et à Yossi, et à tous les autres aussi, que je connais, et un peu tout le monde. Excellent, bah, je suis sûr qu'ils ont reçu le message. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange, c'était vraiment super. Pour moi, tu es quelqu'un avec beaucoup de sagesse, qui a énormément de choses, qui fait déjà énormément de choses, donc franchement, c'était trop cool de t'avoir ici. Et si jamais, est-ce que ça te dérangerait que je te réinvite pour d'autres thématiques? Pas de problème, ce sera avec avec un grand plaisir. Non, non, pas de problème. Super. Bah, merci beaucoup et retenez bien tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Et, bien sûr, la vidéo sera disponible après coup. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation jusqu'au bout, qui était un peu longue mais quand même très intéressante. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à partager. Et en attendant de se revoir dans de prochaines vidéos, portez-vous bien et à bientôt.